Alors bonjour, dans cette capsule, on va terminer le chapitre 5 en utilisant la propriété importante de l'énergie. On parle de la conservation de l'énergie. Quelque chose qu'on observe dans l'univers, c'est que lorsque on regarde un système fermé, on réalise que l'énergie en fait est une quantité conservée. Bon, plusieurs termes ici que je vais prendre le temps de définir. Pour nous, on va regarder uniquement l'énergie mécanique. Donc, ce qui va être conservé, on va voir qu'est-ce que ça veut dire, ça va être la valeur de l'énergie mécanique. J'ai utilisé E comme énergie mécanique. Et c'est quoi l'énergie mécanique? C'est simplement la somme, donc quand j'additionne l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Un système fermé, c'est un système où il n'y a pas d'échange avec l'extérieur. Donc, il n'y a pas d'énergie qui peut partir de mon système, de la situation que je suis en train de regarder. Il n'y a pas de frottement non plus dans nos systèmes qu'on va regarder dans le cours. Donc, le frottement, ça transformerait de l'énergie mécanique en de l'énergie thermique ou en énergie sonore. Donc, on n'aura pas ces situations-là. On va se simplifier un peu la vie. Toute l'énergie mécanique va être conservée, on dit. Ça veut dire que la valeur ne change pas. Donc, la somme de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique, ça demeure constant pour nous. Et c'est quelque chose qu'on observe et qui est la propriété importante de l'énergie. Bien souvent, on observe des phénomènes où il y a plein de choses qui bougent, plein de choses qui sont modifiées. Donc, des fois, c'est difficile de, même avec les notions de force, de bien comprendre un système. Mais on observe que derrière tout ça, si je suis capable de calculer les valeurs d'énergie, je peux quand même prédire ce qui va se passer, simplement en sachant que l'énergie, la valeur totale de mon énergie, ben, c'est quelque chose qui ne change pas dans le temps. C'est l'idée de rien ne se perd, rien ne se crée. Donc l'énergie, c'est conservé, ça reste la même valeur tout le temps. Donc pour que ce soit vrai, il ne faut pas qu'il y ait une partie de l'énergie qui parte avec un des objets ailleurs. Donc il faut rester dans le même système, l'énergie reste à la même place. Donc l'idée du système fermé, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas un phénomène qui viendrait prendre de l'énergie et l'amener ailleurs. On pourrait imaginer que l'univers au total est un système fermé. Donc, ce principe-là fonctionne de manière très, très globale quand on regarde l'univers en entier. Conservation de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je résume ici, par exemple, si on avait 100 joules d'énergie mécanique et que le système est bien isolé, donc pas de frottement, donc l'énergie reste prise dans mon système, devrait avoir encore mon 100 joules d'énergie mécanique 1 an plus tard, 2 ans plus tard, en fait toujours, peu importe quand je regarde la situation, j'aurai toujours 100 joules d'énergie mécanique. J'ai ici l'équation qui résume ceci. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. EP, donc l'énergie potentielle I pour initiale, plus l'énergie cinétique initiale est égale à l'énergie potentielle finale plus l'énergie cinétique finale. Donc, dans ce cas-ci, initial et final, c'est simplement deux moments différents où je regarde ma situation. Donc, ça peut être un peu n'importe quand. Donc, je compare deux moments. Un moment que j'ai appelé I et l'autre F pour le premier et le deuxième. Donc, je peux noter ici I juste initial, mais c'est le moment 1, le premier moment que je regarde. Et F, ça ne veut pas dire que la situation est terminée, mais c'est la deuxième situation que je regarde. Donc, je compare deux moments, je calcule les valeurs d'énergie potentielle, les valeurs d'énergie cinétique, et la somme va être la même. Donc, la somme des deux va être la même. Ça sera toujours égal l'une avec l'autre. Ça revient à dire que si on perd une certaine valeur d'énergie potentielle, forcément, ça va impliquer qu'on a gagné le même montant en énergie cinétique, et vice-versa. Donc ici, si j'ai fait varier mon énergie potentielle, il faut que quand je regarde la variation de l'énergie cinétique, ça me donne égal à 0 pour que, au total, on n'ait pas gagné l'énergie mécanique ni perdu l'énergie mécanique. Donc la variation de E, qui serait la somme des deux, est toujours égale à 0. Donc le petit triangle delta veut dire la variation. Donc oui, ma situation, je peux gagner ou perdre de l'énergie potentielle, mais il faut que ça vienne avec
une perte ou un gain d'énergie cinétique. Ici, c'est les situations où on a principalement la force gravitationnelle qui agit. Il n'y a pas d'autres types d'énergie électrique ou thermique qui vient jouer un rôle. Donc, on a juste quelque chose qui monte, qui descend et qui va de plus en plus vite. Donc, si on monte, on va moins vite. Si on descend, on va plus vite. J'ai ici un exemple de juste une balle bleue que je lance vers le haut. Donc, dans le cas d'un objet en chute libre, ça fonctionne. On a simplement l'énergie potentielle qui vient avec la hauteur et l'énergie cinétique qui vient avec sa vitesse. Et donc, j'ai mis un peu l'énergie cinétique en rouge et l'énergie potentielle en verte. Et on voit que plus la balle monte, plus on a une grande hauteur, donc plus on a l'énergie potentielle. Et donc, à la moitié, on est pas mal à la moitié autant d'énergie cinétique que d'énergie potentielle. Quand on est au sol, on lance avec une vitesse, donc on lance vite notre balle, donc ça va monter. Donc on est au sol, ce qui veut dire que toute mon énergie mécanique, quand je suis ici, l'énergie mécanique est toute en énergie cinétique. Donc je suis au sol, j'ai pas de hauteur, ce qui veut dire que donc, cette énergie mécanique, si j'ai mon 100 joules, on est tout en vitesse, puisque quand on calcule l'énergie potentielle, mgh, mon h est égal à 0, donc j'en ai pas. Donc toute mon énergie ici est rouge, donc en énergie cinétique. Quand je monte, plus je monte, si j'ai monté bien en ligne droite, quand je suis en haut, je devrais avoir toute de l'énergie potentielle. Ici, j'en ai gardé un petit peu juste pour représenter le fait que, en réalité, des fois, on bouge un petit peu de gauche à droite là, quand on descend. Donc, on a une petite montée, une redescente. Donc, si on avait lancé la balle parfaitement en ligne droite vers le haut, on aurait eu toute de l'énergie potentielle rendue en haut. Donc, pour vous, dans nos problèmes, on va toujours lancer en ligne droite, là. Donc, quand on est en haut, au sommet, toute notre énergie est l'énergie potentielle. Au sommet, l'énergie est toute en énergie potentielle. Et en comprenant ça, ces deux notions-là, on peut rapidement faire des calculs de chute libre beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait faire avant. On n'a pas à utiliser des équations avec le temps carré, les équations de la cinématique à accélération constante. On peut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement si on calcule les énergies. On vient calculer ça ici. Donc, il faut simplement connaître l'énergie mécanique qui est EP plus EEC et connaître comment calculer EP et comment calculer EC. On va pouvoir refaire des problèmes de chute libre avec une nouvelle stratégie qui nous permet de comprendre c'est quoi les énergies qui se cachent dans ce problème-là. Ici, juste un exemple, c'est juste une photo pour vous faire comprendre le genre de problème qu'on peut facilement résoudre avec les notions d'énergie. Imaginez quelqu'un qui se laisse glisser sur ce rampe-là, qui ne se donne pas d'élan forcément, on va pas dépenser l'énergie chimique du corps pour rajouter l'énergie mécanique. On va juste se laisser descendre avec notre skate, donc vers le bas. Regardez comment notre vitesse augmente dans ce contexte-là. Pour la suite de la capsule, ce que je fais, c'est simplement résoudre des problèmes, parce que les problèmes, des fois, peuvent être mélangeants dans ce chapitre-là. Donc, juste voir comment on tient compte de l'énergie quand on laisse tomber une balle. Donc, on va reprendre des notions, notre notion de chute libre. On laisse tomber une balle de 400 grammes. Donc, on a la masse ici. 400 grammes. Malheureusement, j'aime pas ça les grammes. Je préfère les kilogrammes. Donc, 0.4. Si j'utilise 0.4, là, je pourrais obtenir des joules à la fin. La hauteur, c'est bien 10 mètres. Donc, je la laisse tomber. Je ne donne pas de vitesse au début. À quelle vitesse touche-t-elle le sol? Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une balle à 10 mètres du sol que je laisse tomber. Donc, elle va descendre. Et en descendant, elle va aller de plus en plus vite. Donc ici, c'est la situation que j'appellerais initiale, que je regarde en premier. Et au sol, c'est la situation finale. Donc juste avant de toucher le sol, à quelle vitesse qu'elle va. Effectivement, après ça, le sol va absorber une partie de notre énergie. Notre balle va rester au sol immobile.
mais on regarde simplement la chute, donc quand la balle est en train de tomber. Et d'un point de vue énergie, qu'est-ce qui se passe dans cette situation-là? C'est de l'énergie potentielle au début qui se transforme peu à peu en énergie cinétique. La balle va de plus en plus vite, tombe de plus en plus vite, plus le temps avance, jusqu'à atteindre le sol. Donc la situation initiale, qu'est-ce que j'ai? Je suis à une certaine hauteur, donc je mets un petit i pour la situation de début. La vitesse, je suis à 0. La masse, ça ne change pas, c'est toujours 0,4. Donc je vais pouvoir calculer l'énergie mécanique. EPI plus EC, qui va être égal à EPF plus ECF. Final, c'est quand? C'est quand je touche le sol, j'ai une hauteur à la fin de 0 m. J'arrive au sol, ma vitesse finale, je ne sais pas c'est quoi. Donc ici, l'énergie potentielle, on se rappelle comment calculer ça. mgh, on a vu ça dans ce chapitre-ci. Donc la masse, G, 9,8, la hauteur initiale, plus l'énergie cinétique qui se calculait comme ça. Une demi mv carré. Donc, je peux calculer ce côté-là de mon équation. La masse, c'est 0,4. Donc, ça reste une équation quand même longue. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Je calcule l'énergie potentielle au début. Je pourrais faire ça étape par étape. Ici, je mets tout dans une grande équation. La masse, c'est 0,4. Le G, c'est 9,8. Et la hauteur au début, je suis à 10. Donc, ce côté-là de mon équation, c'est qu'est-ce que j'ai au début quand je suis en haut. I initial. Et en termes de vitesse, je n'ai pas de vitesse. Donc, je pourrais calculer ça, mais je sais que ma vitesse ici, c'est 0. Donc, je n'ai pas d'énergie cinétique. Donc, si vous calculez 0,4 multiplié par 9,8 multiplié par 10, ça vous donne 39,2 joules. 39,2, ce calcul-là représente l'énergie potentielle au début, mais représente aussi, puisqu'il n'y a pas d'énergie cinétique, ce qu'on appelait l'énergie mécanique. Donc la somme des deux. De ce côté-là, je pourrais calculer la même chose, mgh, mais à la fin, plus une demi mv carré à la fin. Au début, je n'avais pas de vitesse, mais à la fin, je n'ai plus de hauteur. Donc ici, si je fais le calcul avec la hauteur finale, ça me donne 0. Mais de ce côté-là, une demi, la masse qui est 0,4 et la vitesse que je cherche. Donc si on note bien les choses, j'arrive ici avec 0,4 divisé par 2, ça fait 0,2, vitesse finale au carré. Dans ce genre de problème, vous aurez une inconnue que vous devrez traîner tout le long de votre problème pour à la fin aboutir à trouver sa valeur. Vitesse finale, 39,2 divisé par 0,2, ça fait 196. Et donc, la vitesse à la fin, c'est la racine de ceci. Et donc, j'arrive à 14 mètres par seconde. Donc, est-ce que c'est vraiment plus court que si j'avais passé par les équations de la cinématique? Bon, ça dépend de vous, ça dépend à quel point vous notez, détaillez tout, mais c'est la même valeur que vous auriez trouvée avec l'équation, celle-ci. Vous auriez trouvé la même valeur de A delta Y si on est en hauteur. Donc, bon, est-ce que c'est vraiment plus simple? Je pourrais pas dire. Ça dépend un peu de vous. C'est deux chemins qui mènent au même résultat. Sauf qu'en chemin, on a trouvé des valeurs d'énergie. Et la logique est un peu différente. C'est pas
simplement la vitesse qui change, mais c'est comme l'énergie qui se transforme de potentiel en cinétique. On perd la hauteur, on perd l'énergie potentielle, donc on vient gagner la même valeur, notre 39.2, en énergie cinétique. J'ai ici un nouveau problème qu'on ne pourrait pas résoudre avec les équations de la cinématique, donc qui vient prouver que ça peut être utile de travailler en énergie. Si j'ai un roulis planchiste, donc quelqu'un qui fait de la planche à roulettes, qui est au point A, en haut de cette bosse, qui se déplace à 8 mètres par seconde. 8 mètres par seconde. Donc il se donne un élan et il va descendre, se laisser glisser jusqu'en bas, ici 15, il va remonter un petit peu à 20 mètres et il va arriver au sol, au niveau du sol, après ça. Donc, ça a une forme particulière. On ne sait pas c'est quoi l'accélération, puisqu'on n'est pas en chute libre. Donc, on ne pourrait pas utiliser l'accélération constante parce que l'angle change, des fois on remonte. Donc, le A n'est pas le même partout. Mais ce qui est particulier, c'est que ce n'est que la gravité qui nous fait amener vers le bas. Donc, je peux, avec les notions d'énergie, résoudre ce problème-là. Donc, ça va être similaire au problème juste avant. Le A, en fait, c'est ma situation que j'ai appelée initiale, au début. Et mon B, ça va être ma situation finale. Bon, en réalité, on irait jusqu'au sol, mais c'est un peu pour vous montrer un problème où j'ai toujours un petit peu d'énergie cinétique et un petit peu d'énergie potentielle à tout moment. Au A, j'ai une certaine vitesse et une certaine hauteur. Au B, je devrais avoir la même chose, une vitesse plus grande. J'ai descendu vers le bas et une hauteur plus petite. Mon équation, c'est ceci. Donc, il faut que je calcule ces quatre valeurs-là. L'énergie potentielle au début, l'énergie cinétique au début, et la même chose pour les valeurs finales. Au début, donc de ce côté-ci, c'est la situation quand je suis au point A, donc au début, j'ai une certaine hauteur, 40 mètres, donc j'ai une certaine énergie potentielle. Et j'ai une certaine vitesse aussi, donc je vais avoir une certaine énergie cinétique. Je fais le calcul, la masse. Ici, j'ai pas la valeur de la masse. Étrange. On va laisser M de ce côté-là. Donc, je ne peux pas calculer directement la valeur de joule, j'ai pas la valeur de la masse, mais le reste des choses, je peux le calculer. La hauteur ici, c'est 40, et c'est 4, une demi. La masse ici, je ne peux pas calculer ça, mais la vitesse, je sais c'est quoi, c'est 8 au carré. De ce côté-là, à la fin, je suis à 20 mètres, et je ne sais pas c'est quoi la vitesse, ni la masse. On dirait qu'il y a beaucoup d'inconnus, de choses que je ne connais pas dans nos équations, mais on va voir où est-ce que ça nous amène. La masse, G, c'est 9,8. La hauteur, c'est 20. De ce côté-là, une demi. La masse, je ne sais pas c'est quoi, ni la vitesse. Qu'est-ce que je peux faire ici? Eh bien, la solution, c'est de diviser par m chacun de mes termes. Parce que ce qui est particulier, c'est qu'il est commun à tous mes termes. Il y a une masse là, une masse là, une masse là et une masse là. Donc, même si mon objet a une masse de 10 kg, 60, 100, chaque terme va être, euh, va être juste multiplié par la valeur de la masse. Ça va être plus gros. Mais au niveau de la physique, rien ne va changer. Donc, que la personne soit un enfant, un adulte, quelqu'un de grand ou petit, la physique va être la même. C'est peut-être pas si évident, mais on va descendre en bas de la côte de la même façon, peu importe quelle masse qu'on a. Là où ça viendrait modifier, c'est que ça va être en fonction de la force de frottement de l'air. Là, il pourrait avoir quelques impacts, ce qui fait dans la vraie vie qu'un enfant qui descend ou une personne plus grande ne va pas forcément descendre avec la même valeur. Ça va dépendre un petit peu d'autres phénomènes qu'on n'a pas vus dans le cours. Mais si on néglige le frottement de l'air, puis il y a juste une personne qui descend comme ça ici,
peu importe la masse de la personne, la physique nous dit que on va arriver au point B dans le même nombre de temps avec la même vitesse. Donc ici, ce qui me reste à calculer, c'est 9,8 multiplié par 40 plus 1 demi fois 8 au carré. Alors qu'ici, c'est 9,8 fois 20 plus 1 demi et la fameuse valeur qui m'intéresse. Donc du côté gauche, ce n'est que des chiffres. Ça vous donne 424. Et de ce côté-là, j'ai 9,8 fois 20, donc j'ai 196. Et j'ai ici une demi. Donc c'est un problème qui vous fait tester votre algèbre quand même, de garder les choses, multiplier les bonnes choses ensemble, de manipuler l'équation. Donc c'est un problème quand même qui vaut la peine de essayer chez soi, de se pratiquer à faire ça. Parce qu'après, comment j'isole la vitesse? Donc c'est pendant. Donc ici j'ai 424, 196, il y a eu une demi, un carré. Donc première étape, de mon côté droit, j'ai deux choses qui s'additionnent, deux termes qui s'additionnent. Donc je vais venir amener mon 196 de l'autre côté. En faisant ça, ça fait une soustraction. Donc 424 moins 196, il me reste 228. Donc il y a plusieurs termes qui s'additionnent. Je veux juste la vitesse ici, donc je vais venir amener ça de l'autre côté de mon égal. Amener les chiffres ensemble. Et donc, c'est plus de ce côté-ci, ça va être moins de ce côté-là. J'ai bientôt terminé, donc je multiplie 228 par 2. Ici. Et ensuite, je prends la racine, puisque je ne veux pas la vitesse au carré, mais uniquement la vitesse. Ça me donne une vitesse de 21,35 mètres par seconde. Donc quand même rapide. Et je viens de résoudre ce problème. Donc vérifiez que vous êtes en mesure de faire ce problème-là. C'est le plus complexe ici. Donc vous avez vraiment de l'énergie cinétique et potentielle à chaque endroit, donc initial et final. Il me reste une dernière question. On a ici quelqu'un en vélo qui descend une côte. Donc le mouvement va être quelque chose comme ça. Il va descendre, va monter dans les airs et va atteindre à un moment donné le sol. Un autre problème qu'on peut résoudre relativement simplement, juste en comparant deux moments. Initial et final. Et ce qui est intéressant des notions d'énergie, c'est que vous avez vu, je ne me suis pas servi du 15 mètres. Je ne m'intéresse pas vraiment à ce qui se passe entre les deux, à moins qu'il y ait quelque chose de particulier qui arrive qu'on n'a pas prévu, genre la foudre qui frappe mon planchiste. Donc, même chose ici, même si on descend, on monte dans les airs et on tombe au sol, l'énergie me permet de juste comparer deux moments dans tout ça. Premier moment, c'est le moment où je suis au début ici à 8 mètres et je vais à une certaine vitesse, 4 mètres par seconde. Et à la fin, c'est quand j'arrive au sol. Donc, tant que j'ai un endroit où je connais la hauteur et la vitesse, je peux calculer mon énergie mécanique. Et ensuite, si je connais une autre information, la hauteur ou la vitesse à un autre moment, je peux déduire ce que je connais pas. Donc, assez pratique. Si je connaissais la hauteur ici, je pourrais déduire à quelle vitesse je vais. Si je connais la vitesse ici, je peux déduire la hauteur où je vais être. Nous, on regarde quand on touche le sol. Donc, je repars. Donc, ça va ressembler un peu à l'autre problème. Je fais la même grande équation. Donc, j'additionne au début l'énergie potentielle, qui se calcule comme ça, et l'énergie cinétique, qui se calcule comme ça. Donc, on est à 8 mètres et on va à une vitesse de 4 mètres par seconde. Donc, il va avoir une valeur pour EP et EC.
Alors qu'ici, on arrive au sol, donc ici, c'est un peu plus rapide. Je sais que ma hauteur, ici, je vais mettre, ça va être 0. Alors que ma vitesse, encore une fois, bon, mes problèmes se ressemblent un peu ici, ça va être de trouver la valeur de la vitesse finale. Donc la masse, encore une fois, je n'ai pas la valeur de la masse, ce qui va être assez fréquent dans ce genre de problème-là, puisque, en réalité, ce qui va se passer ne va pas être influencé par la valeur de la masse. Même si elle est dans mon équation, vu qu'elle est partout, c'est comme si ça n'avait pas d'effet. La hauteur au début, je suis à 8 mètres au-dessus du sol. Je vais à une vitesse de 4 mètres par seconde. Ici, M 9.8. Et à la fin, je suis à 0. Alors qu'ici, j'ai mon inconnu que je cherche. Donc, votre mission pour vous, ça va être de réussir à partir de la situation, pouvoir écrire cette grande équation-là, comprendre les hauteurs, ou qu'est-ce que veut dire initial, final, c'est quoi les hauteurs au début, et ne pas oublier s'il y a une vitesse, de la mettre en énergie cinétique. Donc ça, c'est toujours dit dans la question, avec une vitesse de 4 mètres par seconde. Donc ça veut dire qu'au début, j'ai 4 mètres par seconde. Donc ici, c'est 0. Et ce que je vais faire encore, ça va être d'annuler mes masses. Vu qu'elles sont partout, elles n'ont pas d'effet. Donc ici, c'est 178,4. Ici, 4 fois 4 divisé par 2, on est à 8. Et ici, ça se ressemble encore. Donc à partir de là, ça ressemble beaucoup. De ce côté-là, la somme, c'est 86,4. Ici, une demi. Donc j'ai enlevé la masse, il ne reste plus qu'une demi vitesse au carré. Donc pour me débarrasser de mon demi, je fais x2, 172,8. Et puis je prends la racine. Puis ici j'ai au carré. Ça me donne le chiffre 13,15 mètres par seconde. Donc je sais que j'arrive au sol avec cette vitesse-là. À moins que je me suis donné un élan de plus, j'ai pédalé. Là, on se laisse seulement glisser par la force de gravité. Donc, nouveau genre de problème qu'on peut résoudre avec les notions d'énergie et de comprendre que ce qui se cache derrière, c'est une valeur d'énergie mécanique qui ne change pas, mais qui nous permet de transformer notre hauteur en vitesse. Donc, grand principe en physique, là, la conservation de l'énergie, et ce qui revient sans cesse à chaque fois qu'on avance dans nos notions de physique, cette chose-là fondamentale est toujours cachée derrière l'ensemble des phénomènes qu'on observe. Donc la conservation de l'énergie. Et ça termine le chapitre 5. Donc, je vous invite vraiment à essayer ce genre de problème-là par vous-même, juste voir comment bien placer les choses, puisque ça peut être mélangeant de où placer vos chiffres, puisqu'il y a aussi les équations, il y a le EPEC, savoir comment on les calcule, puis mettre les bonnes choses dedans, finalement faire la bonne algèbre. Donc, un problème quand même long, mais qui se ressemble toujours. Il n'y a pas beaucoup de variations possibles, ça se ressemblera toujours à quelque chose comme ça. Voilà, merci d'avoir écouté la capsule et bonne journée.